Bonjour et bienvenue à tous. Le ministère d'Éducation et du Développement de la petite enfance, MedPER, a contribué à cette vidéo, ainsi que les services d'intervention pour le développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse, CIDPNR, l'Autisme Nouvelle-Écosse et les centres d'audition et d'orthophonie de la Nouvelle-Écosse. Cette vidéo est une traduction d'un webinaire en direct de l'été 2024. C'est le premier webinaire de notre série de 3 intitulée Prêt pour l'école. Bien que cette session soit en ligne, nous nous trouvons en Mi'kmaq, territoire ancestral des Mi'kmaq, couvert par une série de traités de paix et d'amitié. Les Mi'kmaq sont les gardiens passés, présents et futurs de ce territoire non cédé. Étant de patrimoine acadien, je suis reconnaissant que mes ancêtres aient survécu sur ce territoire grâce à l'accueil et au soutien des Mi'kmaq. Sans eux, nous n'existerons pas. Nous voulons aussi souligner un point sur le langage. Les Canadiens qui ont un trouble du spectre de l'autisme ont différentes opinions sur le langage et sur la façon dont on fait référence à eux. Certaines personnes considèrent leur identité en premier et se disent autistiques, tandis que d'autres préfèrent être une personne en premier et se disent donc personnes ayant des troubles du spectre de l'autisme, TSA. La discussion se poursuit dans la communauté concernée. Dans l'optique de respecter les préférences de tous, nous alternerons les termes. On anticipe que les participants de ce webinaire comprendront des personnes dont les enfants ont commencé l'école en septembre ou qui commenceront en septembre prochain. Ce ne sont pas toutes ces familles qui ont déjà reçu des services provinciaux pour les TSA chez les enfants d'âge préscolaire. Donc, nous parlerons un peu de la préparation à l'école. Chaque enfant est unique, donc les expériences seront variées. Dans cette vidéo, nous parlerons un peu de la préparation à l'école pour les enfants de jeune âge jusqu'à la maternelle. Nous fournirons de l'information sur l'inscription et les pratiques inclusives en Nouvelle-Écosse, la rencontre pour préparer la transition à l'école, les soutiens offerts dans les écoles publiques et le processus de planification des programmes. Vous êtes invité à prendre quelques notes ou réfléchir à vos réussites à date en ce qui a trait à la planification des transitions. Est-ce qu'il y a certaines choses que vous espérez apprendre sur la planification des transitions? Réfléchissez à vos questions. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et prendre un moment de réflexion. Dans cette vidéo, nous parlerons de la préparation à l'école pour tout. Dans le cadre de nos processus de transition vers l'école, nous entendons souvent les gens parler de la préparation à l'école. Nous voulons vraiment souligner le fait que les enfants se développent à différents rythmes et de différentes façons. Il n'y a donc pas de définition commune de la préparation à l'école. En fait, une étude marquante menée en 2007 a découvert que l'âge auquel les enfants commencent leur scolarisation a peu ou pas de répercussions sur les prévisions pour déterminer si les enfants sont prêts à aller à l'école. Donc, les enfants sont prêts. Nous les rencontrons à leur niveau. Parfois, nous avons différentes attentes. Ces études contiennent aussi des données utiles sur les attentes des parents et des enfants en ce qui a trait aux compétences qui préparent les enfants à la scolarité. Les parents se concentraient davantage sur les compétences scolaires, comme la connaissance des lettres et les numéros, tandis que les personnes enseignantes priorisaient les tâches, comme la communication, ce que les enfants veulent, le développement linguistique et la littératie. Par exemple, considérez les besoins et les idées des élèves, l'intérêt qu'ils portent envers l'apprentissage, s'ils aiment l'école et s'ils peuvent suivre des directives. Réfléchissez aux différents aspects de la préparation pour l'école, y compris ceux mentionnés ici. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour réfléchir à la manière dont ces domaines de développement peuvent être promus au sein des écoles. Tous ces aspects pris ensemble sont très utiles pour les enfants qui commencent leur scolarité. Quand nous réfléchissons à ce changement de la petite enfance à la maternelle, nous savons que votre enfant prête davantage attention à la scolarité en maternelle en comparaison avec sa petite enfance. Il adopte le nouveau rôle d'un élève. Qu'est-ce que cela veut dire? À quoi ressemble le concept à l'école? Le ratio de personnel enseignant et d'élèves change. Les services changent. Il y a toujours des services de soutien, mais ils sont offerts d'une façon différente que lors de la petite enfance. Nous parlerons davantage des services plus tard.
Si vous êtes déjà inscrit pour l'automne, ceci n'est pas aussi pertinent, mais voici de l'information générale sur les inscriptions pour l'an prochain. Les enfants doivent avoir 5 ans le 31 décembre de l'année civile pour laquelle ils sont inscrits. Les parents peuvent choisir d'attendre une autre année, donc c'est une option pour la maternelle. Les élèves de la maternelle à la 12e année peuvent recevoir une scolarité en anglais ou en français, donc vous pouvez explorer cette option si c'est utile pour votre famille. Les enfants peuvent fréquenter une école publique, une école privée ou recevoir une éducation à domicile. Ici encore, vous pouvez explorer les meilleures options pour votre famille. Le site Web du gouvernement contient de l'information utile sur ces 3 options. Vous pouvez inscrire votre enfant à une école locale. La plupart des sites Web des Centres régionaux pour l'éducation, CRE, et du CSAP contient un outil de recherche qui vous permet de taper votre adresse et de voir quelle école locale votre enfant peut fréquenter. Vous pouvez aussi visiter le site Web de votre centre régional ou CSAP pour inscrire votre enfant en ligne. Il y a des liens pour cela. Si vous avez besoin d'aide avec l'inscription, n'hésitez pas à communiquer avec l'école. Les centres régionaux et certaines écoles ont des spécialistes de soutien parental qui peuvent vous aider avec les inscriptions. Avant de commencer le processus de transition, votre enfant doit être inscrit à l'école publique. Parfois, nous recevons des appels demandant une réunion sur la transition sans avoir d'informations sur l'inscription. Votre enfant doit être inscrit à une école publique avant de pouvoir commencer le processus d'inscription et de transition. Nous savons qu'il peut être intimidant d'envoyer votre enfant à l'école. Un des politiques principales dont vous entendrez les gens parler ou faire référence dans notre système scolaire est notre nouvelle politique sur l'éducation inclusive. Vous le trouverez sur le site du MEDPER. La politique affirme que l'éducation inclusive est un engagement envers une éducation de haute qualité, sensible à la culture et à la langue, qui est équitable et qui favorise le bien-être et la réussite de tous les élèves de l'école. Dans une école inclusive, tous les élèves doivent ressentir un sentiment d'appartenance. Ils doivent se sentir acceptés, en sécurité et appréciés à leur juste valeur afin de pouvoir apprendre et réussir. Quand vous lisez la politique sur l'éducation inclusive, vous verrez les principes sur lesquels elle repose. Nous en avons résumé quelques-uns pour vous aujourd'hui. Que tous les élèves peuvent apprendre, peu importe leurs antécédents, leur niveau ou les interventions dont ils ont fait l'objet. Chaque élève peut apprendre et connaître la réussite. Nous adoptons une approche axée sur les forces, c'est-à-dire que nous examinons les forces et les défis de chaque élève individuel. Quand votre enfant commence la maternelle, c'est vous qui êtes la source de toute cette information et vous informerez l'école de ses forces, défis et champs d'intérêt. Nous en parlerons plus tard quand nous discuterons du transfert d'informations à l'école. La politique parle de l'apprentissage des élèves, idéalement dans un milieu d'apprentissage en commun. Chaque élève a le droit d'être avec les autres élèves de son âge pour apprendre et interagir avec eux. Parfois, des élèves vont dans un autre milieu pour obtenir des soutiens individuels, et cela peut porter à confusion. Certains disent que ce n'est pas une éducation inclusive, ce qui n'est pas le cas. L'élève a tout de même une salle de classe où il peut côtoyer ses pairs. En ce qui a trait aux différents niveaux d'enseignement, nous pouvons offrir des milieux pour les élèves qui apprennent mieux en petits groupes. En fin de compte, c'est la salle de classe qui offre aux élèves les meilleures chances de réussir. Un des plus grands changements dans cette politique concerne l'accent mis sur la voix et le choix des élèves. Très souvent, quand nous prenons des décisions sur les programmes ou autre chose, nous ne consultons pas des élèves. Maintenant, nous nous assurons qu'ils font partie intégrante de leur propre éducation et il en va de même pour leur famille. Nous parlerons un peu plus de cela quand nous parlerons des contributions des familles et des élèves à la programmation. Et, bien sûr, dans nos édifices et au sein de nos familles, les identités culturelles et linguistiques sont appréciées et respectées. Un autre excellent aspect de cette politique concerne le développement de l'efficacité collective, c'est-à-dire que le succès et le bien-être d'un élève ne dépendent pas uniquement d'un enseignant, d'une personne, d'une entité. Ils dépendent de notre travail collectif. Nous développons ces capacités. Nous partageons, nous résolvons des problèmes et nous développons cette efficacité collective qui permettra à votre enfant de connaître la réussite au sein du système scolaire. Un des aspects principaux de l'éducation inclusive est le SMSM, ou le système de mesure de soutien multiniveau. Il s'agit d'un modèle de divers systèmes à niveau qui est propre au contexte néo-écossais.
Et c'est le cadre que nous utilisons pour répondre aux besoins scolaires, socio-affectifs et comportementaux des élèves de façon intégrée. Le SMSM élimine certains des obstacles entre les personnes enseignantes en salle de classe et les spécialistes, ce qui favorise une approche à l'enseignement, à l'apprentissage et au soutien des élèves qui est axée sur l'école. Voici un bon exemple de ce changement. Par le passé, quand un élève éprouvait des difficultés et avait besoin de l'aide d'un spécialiste, cela pouvait prendre du temps. Nous pouvons maintenant accéder à notre système de mesures de soutien multiniveau et offrir aux élèves de l'aide de premier niveau, soit en salle de classe. On croyait auparavant que les élèves devaient être retirés de leur classe pour obtenir le soutien nécessaire pour qu'ils connaissent la réussite. Ce n'est pas le cas dans le cadre de ce système. Si un enfant a besoin d'aide, par exemple d'un orthophoniste ou d'un psychologue scolaire, parfois ils peuvent le recevoir en salle de classe au premier niveau. Ainsi, ils travaillent aussi sur leur apprentissage socio-affectif. Ils travaillent sur les concepts de base des programmes d'études. Ils ont accès à des ressources et différencient l'enseignement offert par la personne enseignante en salle de classe. Ils n'ont pas besoin d'attendre de recevoir de l'aide. Le soutien est offert dans le cadre d'un modèle des services intégrés. C'est un des grands avantages de la politique sur l'éducation inclusive. Parfois, vous entendrez parler des soutiens de deuxième niveau dans le cadre du SMSM, ce qui désigne des instructions en petits groupes. Il pourrait y avoir des élèves dans ces petits groupes qui font l'objet d'interventions sur le comportement, la littératie ou les mathématiques, la langue ou un autre programme spécial qui peuvent être offerts en salle de classe. La personne enseignante en salle de classe est présente ainsi qu'une personne spécialiste du soutien dans l'apprentissage ou une personne enseignante itinérante et ces personnes travaillent en petits groupes en salle de classe afin d'aider ces élèves. Vous entendrez aussi souvent parler des soutiens de troisième niveau, ce qui désigne des soutiens individuels qui pourraient exiger le renvoi de votre enfant vers ces services. Dans un tel cas, vous recevrez peut-être un formulaire de consentement vous informant du soutien individuel dont votre enfant pourrait avoir besoin. Quand vous aurez signé le formulaire, l'école vous parlera de la forme que prendra le soutien individualisé et un spécialiste ou une personne enseignante travaillera avec votre enfant individuellement dans un milieu spécialisé. Il quitterait la salle de classe, comme nous l'avons mentionné plus tôt. Donc, l'enfant a toujours l'occasion d'apprendre dans une salle de classe collaborative avec ses camarades, mais peut aussi profiter d'un milieu plus calme et propice à l'apprentissage, soit un centre d'apprentissage ou une salle de ressources où il peut recevoir des soutiens individualisés. Bref, quand vous entendez les gens parler du système de mesures de soutien multiniveau, c'est très positif, car nous n'avons pas besoin d'attendre pour recevoir des soutiens de troisième niveau. Il y a des spécialistes et d'autres personnes offrant à votre enfant des soutiens en salle de classe parmi ses pairs. Si vous êtes à l'école et vous vous demandez quel est le processus ou comment votre enfant est renvoyé à un service ou un programme spécial ou obtient une intervention individualisée, la réponse, c'est que cela est déterminé lors des discussions des équipes dans les écoles. En éducation inclusive, il est important de comprendre les différences entre les différentes équipes dans l'école. Chaque école a une équipe de soutien à l'enseignement ainsi qu'une équipe de planification pour l'élève. L'équipe de soutien à l'enseignement est plus interne. Elle est gérée par l'administration et travaille avec le personnel enseignant et les spécialistes afin de renforcer la capacité de l'école à favoriser le bien-être et la réussite des élèves. Elle pourrait accomplir ce travail dans une salle de classe de la maternelle où se trouve votre enfant et offrir du soutien à tous les élèves dans la salle, dont votre enfant. Cette équipe travaille proactivement pour développer la capacité du personnel enseignant et explore les ressources et les personnes qui pourraient venir en salle de classe, ce qui aide tous les élèves. Donc, les personnes enseignantes n'adoptent pas une approche axée sur des élèves individuels, mais disent plutôt j'ai un groupe d'élèves dans ma classe qui pourraient avoir des troubles du spectre de l'autisme ou qui ont des difficultés de langue, de communication, de comportement. Cette personne enseignante dit à l'équipe de soutien à l'enseignement quel service de premier ou deuxième niveau pouvez-vous m'offrir dans ma salle de classe pour aider ces élèves et m'aider en tant que personne enseignante? Dans le cas de la politique de l'éducation inclusive, chaque école a une telle équipe de soutien à l'enseignement. L'équipe dont vous faites partie intégrante, c'est l'équipe de planification pour l'élève. C'est possible que vous entendiez les gens utiliser l'acronyme SPT, ce qui désigne l'équipe de planification pour l'élève, Student Planning Team, en anglais.
Les acronymes sont très communs dans le monde de l'éducation, donc si vous ne les connaissez pas, n'ayez pas peur de dire Super. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ou pouvez-vous m'expliquer ce que veut dire cet acronyme, s'il vous plaît? L'équipe de planification pour l'élève, c'est l'équipe qui fournit du soutien à votre enfant dans le système scolaire. L'équipe travaille avec les parents et les personnes tutrices pour les accueillir à l'école et renforcer leurs moyens d'agir en tant que responsables des décisions concernant les programmes et les soutiens offerts à leurs enfants. Comme était mentionné plus tôt, la voix et les choix des élèves sont très importants dans le cadre de cette politique. C'est ici que vous pouvez faire entendre votre voix et celle de votre enfant. C'est un milieu très coopératif. Comment pouvons-nous guider les élèves dans le processus de planification du programme? Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez obtenir des réponses, si vous avez un problème nécessitant une solution, c'est avec cette équipe que vous devez parler. Il est important de noter que, en tant que parent, vous avez le droit de demander accès à une équipe de planification pour votre élève. L'école organisera une rencontre avec toi afin de déterminer les meilleures façons d'aider votre élève et de favoriser son bien-être et son rendement pendant sa carrière scolaire. Dernièrement, depuis la mise en œuvre de la politique sur l'éducation inclusive, les écoles invitent les élèves à participer à davantage de discussions. Dans les premières années scolaires, ce sont les adultes qui font la planification. Mais à mesure que les élèves grandissent, il faut certainement les inclure dans les réunions de l'équipe de planification. Nous avons mentionné plus tôt une rencontre sur la transition que les parents peuvent demander à l'école d'organiser. Ce ne sont pas tous les enfants qui feront l'objet d'une rencontre sur la transition. Cela dépend totalement de ce dont vous avez besoin en tant que parent ou personne tutrice pour vous préparer pour l'école. Si une telle rencontre est nécessaire, ce sera l'école qui l'organiserait dans l'édifice. L'école inviterait aussi des partenaires externes concernés qui offriraient des soutiens ou qui travailleraient avec votre enfant. C'est à vous, en tant que parent ou tuteur, de réfléchir aux personnes que vous souhaitez inviter à la rencontre. Renseignez-vous sur la date et l'heure. Depuis la pandémie, nous avons appris qu'il n'est souvent pas nécessaire d'être physiquement présent pour les rencontres. Si la présence physique dans le bâtiment est un obstacle, par exemple à cause des difficultés de garde d'enfants, de transport, etc., l'école doit éliminer cet obstacle afin de vous permettre de participer à la rencontre de l'équipe de planification virtuellement. Cela est essentiel. Préparez vos questions. De quoi aimeriez-vous parler lors de la rencontre? Apportez une liste. Réfléchissez à vos attentes principales pour votre enfant à l'école et aux façons dont vous pouvez l'aider à la maison. Discutez avec l'école des meilleures méthodes de communication. Préférez-vous les appels ou les courriels? Certains enfants ont 2 domiciles ou plusieurs domiciles et il y a souvent des problèmes de communication car des documents sont envoyés à un des domiciles, laissant l'autre parent en train de s'interroger sur ce qui se passe. Parlez-en à l'école si vous voulez qu'on leur envoie plusieurs exemplaires de telle communication et déterminer le processus. Il est très important d'apporter des exemplaires de tous vos documents à l'égard des besoins de votre élève. Avant l'arrivée d'un élève à l'école, son dossier électronique ne contient rien. Vous possédez ces documents très importants qui aident votre enfant à l'école. Vous fournissez cette information à l'école qui la télécharge dans le dossier électronique de votre enfant. C'est confidentiel et sécurisé. L'information est stockée dans Tynet. Cela fait, seuls les membres du personnel et les personnes enseignantes dans l'école qui en ont besoin et qui travaillent avec votre enfant pourront le consulter. Ces renseignements ne sont pas publics. L'accès pour les consulter et les modifier est très sécurisé. Envisagez de préparer une page à propos de moi, présentant brièvement votre enfant à l'école. Nous avons parlé plus tôt de la politique sur l'éducation inclusive. Cette politique s'occupe beaucoup des forces individuelles des élèves et leurs défis et de leur champ d'intérêt. Et elle tente vraiment de déterminer les meilleures façons d'apprendre pour ces élèves selon leur façon culturelle et linguistique d'être et d'apprendre. Il est très important pour le système scolaire de connaître ces détails, donc n'hésitez pas à faire part de tout ce qui est important selon vous. À quoi pouvez-vous attendre lors d'une rencontre sur la transition à l'école? C'est intimidant, car parfois vous arrivez à la rencontre et il y a beaucoup de personnes de l'école présentes. L'administration de l'école doit organiser et animer la rencontre de l'équipe de planification pour l'élève, donc un membre de l'administration sera toujours présent, soit la direction adjointe ou une personne nommée pour les représenter. Les personnes enseignantes seront présentes ainsi que toute spécialiste itinérante.
Des partenaires externes peuvent être invités par l'école à la demande du parent ou tuteur. Les gens s'aident, s'échangent d'informations, parlent des services et des ressources et planifient pour leur réussite. Ils parlent de différentes stratégies des personnes qui sont responsables d'accomplir certaines tâches. Vous aurez ainsi accès à de l'information, surtout en provenance de l'école. Vous devez déterminer ce que vous devez savoir sur l'orientation et les visites à l'école, car les démarches diffèrent dans les centres régionaux et dans différentes parties de la province. Si vous faites partie de plusieurs groupes de parents et que vous discutez des informations que vous avez reçues, vous remarquerez que les démarches diffèrent même entre écoles. Donc, il est important de vous renseigner à ce sujet et de déterminer ce que vous pouvez faire pour faciliter la transition. Au cours de la réunion de transition, vous pouvez discuter des moyens d'aider votre enfant à s'habituer à l'école. Par exemple, peut-être que durant l'été, vous pourriez visiter le terrain de jeu, lire des livres sur l'école, animer des scénarios et regarder des vidéos sur l'école et les histoires sociales. Il y aura beaucoup de personnes à cette rencontre qui auront de l'expertise et de l'information à vous transmettre sur les façons dont vous pouvez faciliter cette transition. Une fois que votre enfant aura commencé l'école, il y a différentes méthodes de communication possibles entre l'école et le domicile. Et ces méthodes seront aussi différentes selon l'enfant, la personne enseignante et l'établissement. Vous aurez peut-être un carnet de communication auquel on ajoutera des messages quotidiens ou encore des courriels ou des appels. Lors de rencontres avec l'équipe de planification, discutez des meilleures façons d'aider les parents et personnes tutrices et de communiquer avec eux. Une communication que vous recevrez certainement sur le progrès des élèves est le bulletin scolaire. Un avantage depuis la pandémie du COVID est que les bulletins ne sont plus envoyés à la maison dans une enveloppe scellée qui peut être perdue et impossible à retrouver. Ils sont maintenant envoyés à l'adresse courriel que vous fournissez à l'école au moment de l'inscription de votre enfant. Donc, assurez-vous que cette adresse est à jour et d'indiquer si vous préférez une version papier, car c'est une option. La version électronique est très utile car si vous utilisez votre téléphone ou si vous êtes à un rendez-vous et vous avez besoin de le consulter, vous pouvez aller dans vos courriels et le bulletin sera là. Il y a aussi souvent des rencontres parents-enseignants à plusieurs reprises pendant l'année. Vous n'avez qu'à consulter le calendrier scolaire de votre école. Les réunions y sont déjà, donc vous pouvez les ajouter à vos calendriers personnels. Parfois, s'il y a eu une grande réunion de l'équipe de planification pour l'élève, les plus petites rencontres parents-enseignants ne sont pas nécessaires. Mais c'est à vous et votre équipe de décider si vous voulez continuer de travailler ensemble. Continuez de rencontrer l'équipe de planification au besoin. Il n'y a pas de limite au nombre de rencontres raisonnables. Vous pouvez vous réunir quand vous avez besoin, et les rencontres peuvent être hybrides. Vous pouvez parfois y assister virtuellement ou par téléphone. Sachez que ces réunions sont documentées par l'école sous forme de procès-verbal, ce qui est excellent, car le procès-verbal vous sera fourni en tant que parent ou personne tutrice. Il contiendra un compte rendu des discussions, des actions et des accords lors de la réunion concernant les tâches à accomplir après la réunion. À l'école, en ce qui a trait au soutien auquel votre enfant aura accès en classe, il s'agit des soutiens de premier et de deuxième niveau dont nous avons parlé. Dans la politique sur l'éducation inclusive, vous verrez le terme enseignant spécialiste de soutien dans l'apprentissage. Ce terme désigne les personnes enseignantes dans l'édifice, souvent dans le centre d'apprentissage, ou les enseignants ressources. Il pourrait s'agir de personnes qui enseignent l'anglais ou le français langue additionnelle, les tuteurs en mathématiques ou en littératie. Ce sont des spécialistes du soutien dans l'apprentissage qui favorisent le bien-être et la réussite des enfants en salle de classe. Il y a aussi des aides enseignants qui peuvent être assignés pour fournir de l'aide. Les aides enseignants sont assignés à l'édifice et non aux élèves individuels. Chaque centre régional, conseil scolaire et école a son propre processus pour la répartition des aides enseignants. Si vous voulez vous renseigner à ce sujet, vous pouvez parler à l'administration de votre école ou à votre centre régional ou conseil scolaire. Le renvoi aux spécialistes, par exemple le psychologue scolaire, l'orthophoniste et la personne spécialiste de soutien des troubles du spectre de l'autisme, est effectué par l'équipe de l'école. Allons parler du processus de renvoi vers les spécialistes. Je voulais souligner le point principal, c'est-à-dire de connaître votre enfant et d'offrir votre soutien à l'école. Peu importe où vous êtes dans ce processus, peut-être que vous êtes nouvellement arrivé en Nouvelle-Écosse ou que vous avez déjà obtenu des services provinciaux de soutien en autisme pour les enfants d'âge préscolaire,
et que vous avez des rapports et d'autres choses de ce genre. Cette information est très utile pour les écoles. Elle se fie à ces rapports et à vos connaissances, surtout lors du processus de transition lors duquel nous obtenons des renseignements nécessaires pour le processus de renvoi. Ces titres ont beaucoup d'acronymes, donc je vais tenter de simplifier un peu. Si vous êtes nouvellement arrivé en Nouvelle-Écosse et que vous avez un diagnostic ou vous avez consulté le centre IWK, vous avez sans doute des documents portant sur un diagnostic d'autisme. C'est une des informations importantes qui seront utiles pour l'école et qui seront ajoutées au dossier confidentiel de l'élève, c'est-à-dire le processus TINET dont on a déjà parlé. Peu importe que vous ayez un diagnostic ou un diagnostic provisoire ou soupçonné. Il y a tout de même des services. C'est simplement le titre de ces services qui pourrait différer. Grâce au financement pour l'éducation inclusive, si vous avez un diagnostic provisoire ou définitif d'autisme, vous avez accès aux spécialistes en communication et intervention précoce troubles du spectre de l'autisme, TIPSA, qui offre des services pour l'autisme et l'orthophonie aux élèves de la maternelle et des premiers niveaux scolaires. Dans les niveaux scolaires plus avancés, après que les enfants ont reçu des services d'intervention précoce, qui sont habituellement offerts en maternelle et parfois en première année, ils peuvent obtenir au besoin les services des spécialistes des TSA dans le cadre du processus de planification des programmes. Les spécialistes en communication et intervention précoce troubles du spectre de l'autisme, TIPSA, sont des orthophonistes qui ont suivi des formations supplémentaires pour offrir du soutien en autisme. Ils consultent les orthophonistes de l'école et travaillent étroitement avec eux. Un formulaire de consentement pourrait vous être envoyé à la maison ou vous pourriez participer à une discussion de consentement pour des services d'orthophonie généraux qui pourraient faire intervenir ces deux spécialistes. Chaque centre régional et conseil scolaire fait les choses à sa propre façon. Vous pourriez recevoir un formulaire de consentement pour les services du CIPSA ou pour les services de votre orthophoniste scolaire. En bref, ces actions visent à fournir à l'élève le soutien d'un orthophoniste et à utiliser le financement pour l'éducation inclusive pour obtenir de l'aide supplémentaire, surtout lors de sa première année d'école, soit jusqu'à la fin de la maternelle. Un autre point à noter. Si votre enfant utilise une façon non verbale de communiquer ou est toujours en train d'acquérir des compétences langagères à l'aide de technologies fonctionnelles, par exemple à l'aide des outils comme Proloquo2Go ou TD Snap, vous pourriez obtenir un renvoi vers un spécialiste de la technologie fonctionnelle ou un spécialiste d'orthophonie et de suppléance à la communication. Les centres régionaux ou le conseil scolaire peut obtenir ces services de l'orthophoniste scolaire, d'un orthophoniste ou spécialiste externe ou du CIPSA selon ces processus. Ces personnes fournissent de l'information en fonction des recommandations linguistiques en collaboration avec l'orthophoniste. C'est pourquoi chaque école fait les choses un peu différemment. Il en va de même pour chaque centre régional ou conseil scolaire. Les services sont offerts et il s'agit des mêmes services dans les domaines de langue et des compétences sociales, mais la personne prenant la charge pourrait être différente. Vous pouvez consulter le psychologue scolaire ou un spécialiste de comportement. Nous avons aussi des personnes enseignantes spécialisées en soutien comportemental qui se trouvent plus souvent dans l'école. Les spécialistes du comportement peuvent aider les personnes enseignantes spécialisées à offrir ce soutien direct dans les écoles. On pourrait aussi recommander les services d'un ergothérapeute ou d'un kinésiothérapeute. Nous ne faisons pas automatiquement ces recommandations. Elles sont basées sur les besoins de votre enfant. On peut parfois obtenir de la musicothérapie. S'il y a des besoins médicaux, par exemple, si l'enfant a le diabète ou un tube d'alimentation, on pourrait obtenir un soutien infirmier. On peut obtenir un soutien infirmier pour d'autres besoins médicaux aussi. On discuterait de ces renvois avec vous lors de cette rencontre sur la transition ou avec l'équipe de planification à l'école. C'est une bonne idée de réfléchir à ces options ainsi qu'aux services de soutien du centre d'apprentissage et des personnes enseignant ressources. Vous ne recevrez peut-être pas de formulaire de consentement pour le centre d'apprentissage et les ressources. Il s'agirait plutôt d'une discussion pour obtenir ces soutiens supplémentaires. Il est aussi important de savoir que, dans le cadre du système de mesure de soutien multiniveau, vous ne recevrez pas toujours un formulaire de consentement à la maison, mais il y a tout de même toujours un soutien fourni. Par exemple, si on offre du soutien de premier niveau, l'orthophoniste de l'école pourrait aller en salle de classe et travailler avec la classe entière pour atteindre un objectif social. Si vous avez des objectifs spécifiques que vous voulez atteindre, c'est alors que vous recevrez un formulaire de consentement.
Ici, vous voyez un exemple d'une façon dont les choses pourraient se passer dans le cadre du partenariat entre l'orthophoniste de l'école et le CIPTSA. Le CIPTSA se concentrera vraiment sur les besoins individuels de l'élève dans sa planification, c'est-à-dire les outils de suppléance à la communication comme les appareils qui génèrent une voix. Si vous utilisez un système de communication par échange d'images, vous pouvez le consulter à ce sujet ou au sujet du développement lors du jeu avec les pairs ou du langage réceptif ou expressif. L'orthophoniste de l'école pourrait travailler dans ces domaines sur la littératie en salle de classe ou même dans une intervention de deuxième niveau, petit groupe, ou de troisième niveau, individuel, pour améliorer l'articulation ou le discours. L'élève peut travailler avec un spécialiste en classe individuellement ou en groupe. C'est très dynamique. Les spécialistes peuvent aller en salle de classe ou sortir des élèves de la classe selon leurs besoins. Mais bref, nous travaillons toujours afin de faciliter cette transition en salle de classe. Finalement, l'élève pourrait travailler avec un consultant. Donc, tous ces spécialistes travaillent en équipe pour fournir de soutien à votre enfant. Il est important de clarifier deux termes que vous verrez souvent, soit la technologie fonctionnelle, TF, et la suppléance à la communication, SC. La technologie fonctionnelle est souvent offerte par une personne spécialiste ou une spécialiste de soutien. Il arrive souvent qu'une spécialiste de soutien travaille dans le cadre du SMSM dans le domaine de l'apprentissage universel. Par exemple, avec Google Read and Write, des outils de prédiction de mots ou des loupes pour favoriser la littératie. Par exemple, pour la suppléance à la communication, le titre du poste peut prendre la forme de spécialiste en SC ou spécialiste en TF. Les CIPSA sont aussi spécialisés en TF, tout comme l'orthophoniste de l'école. C'est souvent le cas pour les programmes individualisés pour la communication. Si vous utilisez un appareil de communication à la maison, vous pourriez décider de l'utiliser à l'école aussi. Vous pourriez aussi en parler si vous avez un appareil à la maison et un autre à l'école qui fonctionne de façon très similaire. Vous pourriez aussi en parler si vous avez un appareil à la maison et un autre à l'école qui fonctionne de façon très similaire, à le même programme et une même approche. Réfléchissez à ce plan et ayez cette discussion. Informez l'école si vous utilisez le SC et dressez un plan pour la première journée de l'école. Cela peut sembler évident, mais il y a beaucoup de détails dont il faut se souvenir. Vous devez charger l'appareil, fournir un câble à sa fin, mettre l'appareil dans le sac à dos et ainsi de suite. Nous voulons que l'enfant ait accès à des dispositifs de soutien de ce genre le premier jour afin de pouvoir communiquer ce qu'il veut et ce dont il a besoin. Quant à la technologie fonctionnelle et la suppléance à la communication, il y a souvent confusion. On se demande si ce sont considérées des adaptations pour votre enfant. Dans le cadre du processus de planification de programme, vous entendrez souvent deux termes, adaptation et le plan de programme individualisé, ou PPI. Les adaptations sont des stratégies documentées qui accommodent les besoins d'un élève en matière d'apprentissage selon son profil d'apprenant. Elles sont documentées dans le système électronique de TiNet, dont on fait référence plus tôt. Les parents et personnes tutrices reçoivent une copie de ce document. Le plan est mis en œuvre, géré et évalué afin d'assurer généralement que votre enfant atteint les résultats d'apprentissage de l'école publique. Si les adaptations sont documentées, cela signifie que vous pouvez les consulter électroniquement. C'est un peu différent quand on les envoie à la maison, à l'échelle de la province et dans différentes écoles, selon le moment où on les envoie. Les documents sont envoyés électroniquement. Certaines écoles les envoient en même temps que le bulletin scolaire. Certaines les envoient en septembre, en octobre ou en janvier. Vous pourriez demander à votre école comment obtenir une copie du document sur les adaptations ou quand vous pouvez vous attendre à le recevoir. Les soutiens de premier niveau dans un système scolaire offrent à tous les élèves les avantages de stratégies ou de ressources qui les aident à apprendre. La technologie fonctionnelle, comme Google Read and Write, est un excellent exemple. Cet outil est désormais offert à tous les élèves. Tous les élèves peuvent s'en servir, ce qui les aidera à apprendre. Cependant, si un élève en a absolument besoin selon son profil d'apprenant ou en raison d'une incapacité, cela sera noté comme une adaptation. Voilà la différence entre un solide dispositif de soutien de premier niveau et une adaptation documentée. Si vous êtes déjà allé dans une salle de classe de la maternelle, le personnel enseignant est extraordinaire. Ces gens savent comment motiver les enfants et les enfants les adorent. Elles savent quand et comment dire aux enfants de prendre une pause pour bouger et changer d'activité. Ce genre de choses.
Mais certains élèves pourraient exiger davantage d'aide. Selon leur profil, ils pourraient exiger des pauses mouvements ou différentes activités afin de mieux réussir. Il se peut que l'on doive documenter cela. Ce seront les personnes enseignantes qui décideront. Lors de la rencontre de l'équipe de planification pour l'élève, vous pouvez parler d'un plan de programme individualisé, le PPI. Il s'agit d'un programme créé spécifiquement pour un élève. Chaque élève n'a pas automatiquement un plan individualisé. Le processus de développement d'un tel plan est assez complexe. L'équipe de planification pour l'élève doit déterminer qu'il est nécessaire de créer un tel plan pour un élève dans le domaine de littératie et la numératie, des compétences sociales ou des compétences pour la vie. Le plan est basé sur les forces, les défis et les champs d'intérêt des élèves individuels, ainsi que leurs différentes évaluations et interventions qui ont eu lieu à ce point. Ici encore, c'est l'équipe qui prend la décision et vous faites partie intégrante de cette équipe. Évidemment, ce PPI est géré et évalué par l'équipe tout au long de l'année scolaire. C'est beaucoup d'informations. Je sais que ce sont de nouvelles informations, de nouveaux termes, mais ces webinaires sont conçus afin de vous aider à acquérir ces connaissances. Quand vous commencerez le processus, nous en aurons déjà parlé et vous aurez l'information nécessaire pour participer aux discussions. Et, bien sûr, si vous avez des informations supplémentaires ou des questions à poser, vous pouvez communiquer avec la personne enseignante de votre enfant ou participer à la rencontre de l'équipe de planification pour l'élève. Voilà un petit aperçu de ce à quoi ressemble une classe de maternelle ces jours-ci. Il existe des riches possibilités d'apprentissage. L'apprentissage par le jeu est une grande partie de la maternelle. Il y a des calendriers visuels et beaucoup d'objets manipulables. Il y a parfois des berceuses, si on veut prendre une pause, et même une petite bicyclette. Il existe maintes façons pour les personnes enseignantes d'organiser leur salle de classe. Elles connaissent les enfants qu'elles acquériront cette année-là et peuvent réfléchir pour adapter leur classe. Je souhaite remercier Katie Carroll et Catherine Garside des services provinciaux pour les troubles du spectre de l'autisme chez les enfants d'âge préscolaire pour nous avoir invités à cette série de webinaires. Nous avons vraiment aimé cette possibilité de contribuer et de discuter de la transition à l'école. Merci infiniment de vous être joints à nous aujourd'hui. Merci et bonne chance dans votre long parcours scolaire.